Bonjour à tous. Bonjour. Responsible AI, IA responsable. On entend beaucoup parler de ça dernièrement, très à la mode. Alors, à la base, pour moi, c'est l'idée que lorsqu'on fait de l'IA, c'est plutôt pas mal d'éviter de pénaliser une population donnée, et ce, via l'introduction de biais statistiques, biais de modélisation. Si on va un poil plus loin, c'est l'idée que l'IA peut, et je dirais devrait, aussi permettre d'avoir un impact sociétal positif. C'est vraiment de ça dont on a envie de parler aujourd'hui. Vous n'allez pas entendre parler sur ce talk de ROI. Là, aujourd'hui, on a vraiment envie de parler de comment Eiffage, par le levier de la data, par le levier de l'IA, lutte contre le risque d'accidentologie sur ces chantiers, essaye de minimiser ce risque. Je m'appelle Arnaud Canu, je suis CTO chez Olidia, je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour vous parler de ce sujet et j'ai la chance d'être accompagné de Philippe. Bonjour à tous, Philippe Colombel, au sein de la direction des organisations et des systèmes d'information du groupe Eiffage, et spécifiquement au sein de la direction IA, Data et Applications Métiers, et je suis en charge d'un certain nombre d'applications métiers. On va vous parler aujourd'hui d'un cas d'usage magnifique qui met l'humain au cœur, qui est la prévention, et spécifiquement la data prévention. Ok. Donc la data prévention, c'est un sujet qui est assez complexe, hein, vous allez le voir. On a essayé d'en faire le tour au travers de 4 points en particulier. On va essayer de passer 5 minutes sur chaque. Revenir sur ce que ça veut dire chez Eiffage, de manière générale, de lutter contre le risque d'accidentologie. Déjà, c'est un point important. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue purement technique, de se donner les moyens qui vont nous permettre de faire ça. Quelles ont été les étapes qu'on a dû franchir. Et puis d'un point de vue IA, à proprement parler, hein, puisqu'on est tous là pour ça, on est là pour parler d'IA, qu'est-ce qu'on est capable de faire sur ce sujet-là. On essaiera de terminer sur une petite projection sur ce que ça peut vouloir dire demain concrètement sur les chantiers, dans les mains de l'ensemble des équipes, pour essayer de voir jusqu'où on est capable d'aller. Et donc pour commencer, le sujet de l'accidentologie chez Eiffage, je pense que Philippe t'en parlera beaucoup mieux que moi, donc je vais te laisser prendre la parole. Parfait, merci Arnaud. Aujourd'hui, la sécurité de nos compagnons est un objectif de tous les jours. La sécurité est un objectif stratégique pour le groupe Eiffage. Aujourd'hui, 72 000 personnes sur l'ensemble du territoire français, en Europe et même au-delà. C'est un devoir, une exemplarité de pouvoir garantir leur sécurité. Aujourd'hui, en termes de prévention, on va identifier les risques, on va faire un certain nombre de plans d'action, on va flécher, on va lancer un certain nombre d'actions auprès des chantiers, on va former les compagnons. Et une équipe de préventeurs très formés qui parcourent l'ensemble des chantiers. Voilà, un certain nombre de points qu'on a déjà depuis de nombreuses années, mais qui renforcent notre politique de prévention. Sur l'aspect digital, depuis des années, on a un certain nombre d'applicatifs, de la mobilité, des applications web, qui permettent finalement aux préventeurs, aux managers, de pouvoir visiter les chantiers, de pouvoir observer, de pouvoir identifier les situations à risque, et puis évidemment de lancer des plans d'action correctifs, des plans d'action qui permettront finalement d'être mieux et d'assurer encore mieux la sécurité de nos compagnons. Alors, en quelques chiffres, 12 000 utilisateurs de ces applicatifs, partout dans le monde, 32 pays, 5 langues, donc 3 millions d'observations sur les 2 dernières années à travers ces outils, donc une richesse informationnelle très importante. Et puis on a d'autres outils comme les outils de pointage que nous avons déployés il y a quelques années et qui permettent finalement de tracer finalement l'activité chantier par chantier, tâche par tâche, ouvrage par ouvrage. Et j'en parle à Essian puisque tout à l'heure on parlera des sources et de la pertinence de ces informations pour permettre finalement de pouvoir avoir un maximum d'informations sur nos chantiers. Aujourd'hui, les 3 branches, que vous connaissez peut-être, infrastructure, construction, énergie système, ont tous un objectif commun, garantir la sécurité de nos compagnons. Et elles se retrouvent au travers de ces outils dont je vous ai parlé, et elles se retrouvent souvent ensemble sur le même chantier. Un chantier pluridisciplinaire et accueille souvent plusieurs activités liées au terrassement, à la gestion d'ouvrages, au bâtiment ou au courant fort, au courant faible.
On va parler des sources d'information. Aujourd'hui, on a, en termes d'accidentologie, des bases de données. Depuis plus de 10 ans, on accueille, là on travaille avec un partenaire qui s'appelle Accidline, plus de 10 000 accidents qu'on a recensés, les accidents avec arrêt. Heureusement, beaucoup d'accidents sans arrêt. On a un référentiel RH extrêmement structuré. On a l'ensemble de nos compagnons, l'ensemble du personnel, son arrivée au sein du groupe, son évolution, son âge, son pédigré, ses diplômes, et puis la fonction et différentes fonctions qu'il occupe. On a les outils de pointage dont on a parlé. Et puis, en termes de mobilité, je vous en ai parlé tout à l'heure, un certain nombre d'applicatifs qui nous permettent d'avoir un ensemble d'applicatifs, d'informations sur les observations, les visites au sein des chantiers. Et puis, il y en a bien d'autres, l'aspect organisationnel, le chiffre d'affaires de chaque chantier, etc., l'organisation au sein du groupe. Voilà, beaucoup de sources d'informations. La genèse du projet. On s'est fixé une idée au départ, c'était une simple idée, c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé autour d'un accident? Qu'est-ce qui a provoqué l'accident? Est-ce qu'on est capable d'identifier les causes, les risques qui sont liés à cet accident? Qu'est-ce qu'il faisait ce jour-là? Est-ce qu'il pleuvait? Quelle était la météo du jour? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'intérimaires sur ce chantier? Est-ce qu'il y avait un encadrement suffisant? Est-ce que un certain nombre de fonctionnalités? Est-ce qu'il y avait, oui, les dernières visites du préventeur? Est-ce qu'il y avait un préventeur qui est venu depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois? Donc on a un certain nombre d'informations et on s'est dit on va les croiser, ces informations, pour pouvoir identifier les causes de cet accident. Donc c'était ça la source, la genèse du départ. Et puis, on a dû obtenir, évidemment, et l'accord, merci Michael, l'accord de notre hiérarchie pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir faire une preuve, ce qu'on appelle un POC. Et donc, on a déployé les talents de certains. On s'est appuyé sur quelques partenaires. Avant Eulydia, c'était Avanade, avec les équipes de Régis et Jonathan. Et on a pu travailler sur les premiers cas d'usage. Ces premiers cas d'usage, on les a développés de façon simple avec du Python. Voilà, du scripting, Python. On ne parlait pas d'industrialisation, on parlait vraiment de POC, et il fallait prouver. Et puis, au fur et à mesure, la hiérarchie nous a fait confiance, et puis on est allé jusqu'à la direction générale, où on a pu effectivement prouver et pour permettre de passer à l'étape. Et les passer à l'étape, c'est de passer à l'étape industrielle. Et là, on va commencer à parler de MVP, et puis de passage à l'industrialisation. Donc là, je vais te laisser la parole, mon cher Arnaud. Merci. Donc effectivement, comment industrialiser tout ça et comment en faire un projet à l'échelle de l'entreprise? Alors, très rapidement, ce qui est apparu, c'est que c'était vraiment le premier véritable projet d'IA de cette ampleur qui allait avoir lieu chez Eiffage. Il y avait évidemment des expérimentations locales, un certain nombre d'initiatives, etc., mais rien avec ce niveau d'ambition à l'échelle du groupe. Et ça veut dire carte blanche, il faut tout inventer, il faut tout créer. Donc la première question qu'on s'est posée, et c'est la même que tout le monde se pose à ce moment-là, c'est il y a déjà une plateforme à monter, il y a des outils à aller chercher. Je vous en ai mis un schéma extrêmement simplifié derrière, vous imaginez bien que c'est un poil plus compliqué, mais basiquement, une plateforme pour traiter ce genre de sujet-là, c'est un socle de données. Donc là, nous, on a choisi de bosser avec du Snowflake, dont l'objectif allait vraiment être d'accueillir la totalité des données dont Philippe a parlé rapidement tout à l'heure, qui sont toutes ces sources très variées que l'on pouvait avoir autour de ce phénomène de l'accidentologie. Accueillir un socle analytique à proprement parler sur lequel on allait pouvoir bosser, qui est de la donnée vraiment préparée, qui permet de mener les use cases, et puis fournir la puissance de calcul nécessaire au traitement. Et les traitements en question, avec quoi les faire? Pas beaucoup de suspense, Dataiku. On a mené un benchmark quand même pour ça, on a regardé ce qu'on avait à disposition. Il y a tout un tas de critères qui font que c'était une très bonne plateforme pour mener ce projet. Il y en a 2 en particulier que j'avais envie de mettre en avant, qui ont été particulièrement forts. On est sur un projet où dès le départ, on sait qu'on veut partir en prod. C'est quand même un truc que Dataiku fait particulièrement bien, c'est-à-dire, by design, nous donner la capacité d'amener le projet en production, de le maintenir en production, de le faire vivre en production, de le monitorer, de suivre la qualité, etc. etc. Et puis, surtout, c'est un projet très ancré dans une réalité métier, une réalité terrain. On savait qu'on allait devoir bosser de très près avec le métier. Et donc, il nous fallait quelque chose de très visuel en termes de support pour cet échange-là. Et toute la dimension low-code de Dataiku s'y prête particulièrement bien. Donc, une fois qu'on avait le socle en question, partie collecte de données, je vous l'ai dit, et ça va vraiment être ce qui va driver le reste du talk, c'est une problématique qui est très inscrite dans une réalité métier.
Donc là, l'idée, ça a été de rentrer dans une approche très classique d'analyse exploratoire pour pouvoir comprendre les données, comprendre comment est-ce qu'elles permettent effectivement de modéliser et de représenter la réalité de ce qui se passe sur le terrain, interagir avec les experts métiers, donc les préventeurs, qui sont notre cible en bout de chaîne, qui sont ceux qui doivent mener les actions de prévention pour éviter l'accidentologie. Remettre en qualité toute cette donnée-là, parce que c'est de la donnée qui est beaucoup saisie par l'humain, donc qui dit saisie humaine dit risque d'avoir des trous, des erreurs. Et finalement, consolider le data warehouse en lui-même, qui est le socle sur lequel on allait faire nos analyses. Alors, consolider un data warehouse, ça peut sembler quelque chose de très simple. Pourquoi ça n'avance pas? Ça avance. Ça peut sembler quelque chose de très simple. Dans le cas des phages, particulièrement complexe, et c'est là où l'outillage a pris tout son intérêt. Les applications dont on a parlé tout à l'heure, c'est des applications qui n'ont pas du tout été pensées pour être croisées. Je vais donner un exemple très simple. Sur un chantier, je vais avoir des personnes qui vont faire des visites pour vérifier la conformité de ce chantier. Donc j'ai une visite qui est faite sur un chantier. Et puis j'ai des équipes qui bossent sur le chantier, ils vont pointer sur le chantier. J'ai des pointages sur un chantier. Il faut se dire, ok, j'ai un concept fonctionnel au milieu qui est le même, le chantier, je dois pouvoir les recouper. Sauf qu'en fait, j'ai aucun identifiant, ou en tout cas peu d'identifiants techniques dans ces outils qui me permettent de faire simplement ce type de croisement. Donc on a dû commencer à bosser avec de la règle métier, en fait. Un exemple tout simple, peut-être que des deux côtés, en fait, il y a une adresse de saisie. Et donc si c'est la même adresse, on a de bonnes chances que ce soit le même chantier. OK, on croise les deux données. En réalité, ce n'est pas si simple, parce que l'adresse, elle a été saisie par l'humain. Peut-être qu'elle n'est pas saisie de la même façon, peut-être qu'elle est abrégée en droit, peut-être qu'il y a des erreurs, peut-être qu'il y a deux chantiers à la même adresse. Comment je m'assure que c'est les mêmes? Peut-être que je vais devoir rajouter encore des conditions en plus pour les croiser. Aller voir si je n'ai pas le numéro de SIRET des entreprises qui ont assuré le chantier, etc. Et en fait, assez rapidement, on est arrivé à créer comme ça une succession de règles métiers qu'on voulait tester. Et on est dans une approche très empirique où l'idée était de voir quelles règles on allait maintenir, quelles règles on allait désactiver, dans quel ordre on allait les mettre pour créer ce goulot d'étranglement de rapprochement petit à petit de toutes nos données jusqu'à constituer ce dataset d'analyse. Et là, c'est là où on voit toute la puissance d'un Dataiku, c'est que ces règles-là, on les a implémentées. Alors déjà, on les a implémentées en low-code pour pouvoir bosser avec les experts métiers, les expliquer, avoir un support très visuel. Et on les a implémentées comme des blocs vraiment interéchangeables, autosuffisants. C'est très simple, dans Dataiku, je ne sais pas ici combien il y en a qui développent dans Dataiku à proprement parler, mais débrancher une récipient et la rebrancher ailleurs, du moment que le format de données est le même, c'est très simple à faire. Et on a rentré comme ça dans cette démarche itérative, cette démarche empirique pour converger sur vraiment un dataset optimal. Ça nous a permis en bout de chaîne de rebrancher un dashboard là-dessus qui avait été réalisé pendant le POC, ce n'est pas nous qui l'avons réalisé. Je vous le dis tout de suite, c'est des faux chiffres, allez pas, vous embêtez pas à aller les regarder, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 partout. Mais ça nous a permis de commencer à bosser avec les préventeurs justement là-dessus et de designer avec eux leur dispositif de pilotage en bout de chaîne. Avec déjà une première vraie victoire qui était que pour la première fois, ils se retrouvent avec toutes les données liées à l'accident corrélées à l'échelle la plus fine qui est l'échelle du chantier. Ils avaient déjà des choses à un niveau d'agrégation beaucoup plus élevé, rien à ce niveau de finesse. Et donc une première petite victoire là-dessus. Bien sûr, on est là pour parler d'IA, donc on va en parler, on ne s'est pas arrêté là. Et on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on peut modéliser comme phénomène, où est-ce qu'on est capable d'apprendre des choses, où est-ce qu'on est capable de prédire des choses pour aider le métier des préventeurs. Alors, ce qui est apparu de façon assez rapide, c'est que essayer de prévoir un accident, mais vraiment se dire qu'une personne en particulier va avoir un accident sur ce chantier, utopique. C'est un phénomène qui est extrêmement multifacteur de par ses causes. C'est un phénomène qui est très influencé par le comportement humain. Il y a de l'aléa. C'était inatteignable. Par contre, il y a quelque chose qui nous semblait intéressant à faire, qui est de se dire, en fait, on peut avoir un ensemble de signaux faibles à l'échelle d'un chantier qui vont rendre ce chantier potentiellement plus accidentogène, peut-être plus risqué. Et si on est capable de détecter cette combinaison de signaux faibles et d'indiquer un niveau de risque sur un chantier à nos préventeurs, eh bien on est capable de les aider à prioriser les chantiers sur lesquels ils doivent mener des actions pour que l'accident en question n'arrive pas. Donc pour faire ça, on a bossé avec eux, on a bossé avec les préventeurs. Ici, l'important, c'est pas tellement le score de risque en réalité, c'est toute l'information qui va leur permettre d'agir, donc c'est l'explicabilité associée à ça. C'est s'appuyer sur des variables qui font sens d'un point de vue métier, qui vont leur parler et sur lesquelles ils vont être capables d'agir. Donc on a travaillé avec eux pour identifier les variables en question.
Et on est rentré dans un process que tous les data scientists connaissent ici, qui est de se dire, en fait, chacune de ces variables-là, est-ce qu'elle me permet vraiment déjà d'expliquer le phénomène que je cherche à modéliser, tout simplement. Il y a peut-être des variables qui les intéressent, mais en fait qui n'ont aucun impact sur l'accidentologie. Est-ce que ces variables qui seront suffisamment renseignées, etc. etc. Et petit à petit, d'aller chercher les variables les plus optimales pour prédire le niveau de risque, ou en tout cas anticiper le niveau de risque à l'échelle de l'accident. Donc tout ça, toujours dans Dataiku, avec le support visuel, les différents écrans qu'on a l'habitude de pouvoir partager, et qui permet d'onboarder le métier dans toute cette réflexion et d'en faire un véritable acteur de bout en bout. Il restait à produire le modèle en question. On peut difficilement produire un modèle unique pour une problématique de ce type-là. On va avoir des vraies typologies de chantiers très différentes. Philippe a cité le fait qu'il y a 3 métiers. Un chantier où on va faire de la construction ou un chantier où on va faire de l'énergie, c'est vraiment des chantiers où on ne va pas se blesser pour les mêmes raisons. Et donc, ça peut mériter d'avoir des modèles dédiés à ces typologies de chantiers, vraiment spécialisés. Il y a des cas beaucoup plus fins. Peut-être que sur un gros chantier, on ne va pas se blesser pour les mêmes raisons que sur un petit chantier, etc. Donc, on a profité de la capacité à entraîner N modèles à la volée très simplement, qu'on connaît tous, toujours offertes par le produit. On en a testé énormément en réalité, jusqu'à converger sur un set de modèles qui ne soit pas trop spécialisé, parce que si on se retrouve avec quelque chose où on a un modèle par chantier, en fait on n'a plus des modèles, on a un moteur de règles, mais suffisamment spécialisé pour être bon, pour être performant. Et il nous suffit de mettre en amont de tout ça un espèce de petit oracle qui nous permet de router le chantier sur lequel on veut faire une prédiction vers le ou les bons modèles, prédire le niveau de risque, ressortir toute la dimension explicabilité variable qui influe sur ce niveau de risque, et utiliser tout ça pour nourrir le dashboard qu'on met dans les mains du métier, dans les mains des préventeurs, qui leur permettent de se dire quels vont être les chantiers les plus à risque, quels vont être les chantiers potentiellement impactés par tel facteur qui m'intéresse particulièrement, sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, etc. etc. On a des premiers résultats. Tu veux peut-être en dire quelques mots, Philippe? Ouais, les résultats qu'on a obtenus, on a été très étonnés et très surpris. Alors, on n'est pas dans Minority Report, on ne prédit pas l'accident. On va prédire par rapport au modèle dont a parlé Arnaud, le risque, donc on va prédire le risque majeur d'un accident. On est là pour effectivement valoriser à travers ces chiffres le risque, un peu plus, le sur-risque d'un accident sur un chantier. Donc on est à 44% par rapport au premier modèle et aux premières sources d'information. Donc on était très étonnés déjà par ce résultat très encourageant. Ça veut dire que, on va dire autrement, c'est que sur une échelle de 1 à 10 en termes de risque, on pouvait dire que 9 à 10 sur tel chantier, sur 44% des chantiers, en disant attention, vous allez avoir un accident. Et effectivement, en regardant dans le rétroviseur avec l'ensemble des accidents, on avait 44% qui obéissaient à cette loi, entre guillemets. Et 7%, c'est plutôt des faux positifs, où là, en fait, on a prédit, le modèle a prédit un accident, alors qu'en fait, il n'y a pas eu d'accident. Mais on n'en est peut-être pas très loin. Donc, il faut le voir de façon positive. Voilà. Donc, les premiers résultats qu'on a eus à travers ce MVP sont très encourageants. Mais, encore une fois, il faut être très prudent. Comme l'a dit Arnaud, on est sur de l'humain. On peut alerter, on peut avertir le conducteur de chantier au bon moment avec les données, à lui ensuite de prendre les plans d'action sur son chantier. Et c'est lui qui est responsable effectivement de la sécurité de ses compagnons. Donc l'idée, c'est évidemment de ne pas s'arrêter là. On a plein d'idées pour aller beaucoup plus loin. Je pense que toi et puis le reste de l'équipe côté FH, vous avez déjà identifié pas mal de données qui pourraient être intéressantes à rajouter sur une problématique de ce type-là. C'est ça, avec Arnaud, avec David, effectivement, et toutes les équipes FH et l'ensemble des équipes préventeurs. On est en train d'identifier, à travers les ateliers qu'on est en train de mener avec eux, d'autres sources d'informations pour enrichir ce modèle. Exemple, y a-t-il une corrélation entre le chiffre d'affaires, le planning, la pression qu'on met sur un chantier et l'accidentologie, et du moins la prévention? Est-ce qu'un chantier qui court, qui est en retard, voilà. Y a-t-il une corrélation avec la partie IoT? Je pense qu'on pourrait, les IoT qui équipent, voilà, donc on a aussi, on envisage effectivement d'avoir des expérimentations là-dessus. Également sur le taux d'encadrement. C'est quelque chose qui revient très souvent sur un chantier. Est-ce qu'en mettant beaucoup d'encadrement, en mettant un encadrement faible, en fonction de l'expérience du conducteur, en fonction de l'expérience du chef de chantier, y a-t-il aussi une corrélation? On le pense. Donc on va aussi enrichir avec ces données. La maquette numérique, le positionnement de la grue, etc. Beaucoup d'informations qu'on va enrichir progressivement. Voilà. Donc beaucoup de choses encore à faire à court et à moyen terme.
Et puis pour aller au bout de la réflexion, et puis montrer aussi toute la puissance justement de l'outillage qu'on a choisi pour mener ça, alors on a plein de pistes de ce qu'on pourrait en faire demain. Il y a une chose en particulier qu'on a envie de creuser, dans laquelle on croit bien, qui est de se dire que là pour l'instant on fait de la prédiction pour les préventeurs, quelque chose d'hebdomadaire. Maintenant, sur le chantier, il y a beaucoup d'imprévus. Peut-être qu'il pleut, ce n'était pas prévu. Peut-être que le chef de chantier est malade, on a dû faire venir un remplacement. Peut-être qu'il y a une machine qui est en panne, on doit prendre une autre machine équivalente, etc. etc. Toutes ces choses-là, évidemment, ça va avoir un impact. Et toutes ces choses-là, c'est déjà saisi dans les applications que l'on a de pilotage du chantier sur le terrain. Mais on peut très bien imaginer, à partir de toute cette saisie des événements de la journée, envoyer une forme de notification push vers du Dataiku. Enfin, du Dataiku, ça veut dire quoi? Vers une API qu'on expose. On a déjà le modèle, l'exposer sous forme d'API, c'est hyper simple. On peut déployer un API Node, même avoir une espèce de logique assez edge où on déploie ça au plus près des chantiers. On reçoit cette notif, on vient faire un lookup en base pour récupérer toutes les données qui sont des données beaucoup plus statiques vis-à-vis du chantier. On consolide un dossier à scorer, on l'envoie au modèle. En temps réel, on récupère un niveau de risque mis à jour vu ce qui est en train de se passer. Et ça, on push ça sur les applications de prévention qu'ont déjà les équipes sur le terrain et qui les alertent si jamais on vient de détecter que, vu tout ce qui s'est passé là, attention, aujourd'hui, le chantier est dangereux. Et là, ça nous permettrait d'aller vraiment sur une réalité inscrite sur le terrain. Voilà, merci infiniment. J'ai hâte d'être dans un an, puisque on est en train de mettre en prod la première version, là. Et donc, au bout d'un an, on verra les effets, on l'espère, sur les taux de fréquence, notamment de l'accidentologie au sein du groupe. Merci à vous. Merci à vous. Si vous avez des questions, on est sur le stand de Lydia, n'hésitez pas à venir nous voir.